Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez et que le partage d'écran c'est bien réalisé. N'hésitez pas à me dire s'il y a un souci d'audio ou de partage d'écran. Merci à tous en tout cas de participer à ce webinaire d'aujourd'hui consacré à la biréfringence. Donc on va commencer. Donc toujours petite présentation. Donc Hervé Heitman, donc je suis ingénieur d'application chez Applicit depuis 6 ans et demi, 7 ans. Je m'occupe de tout ce qui est formation sur les outils Molflow, Fusion, du support technique, du suivi client, de la prestation d'études. Et j'ai une formation d'ingénieur en chimie des polymères spécialisé en matériaux plastiques. Et j'ai également travaillé chez MIHB et chez Renault par le passé. Vous pouvez aussi toujours rester informé de notre actualité au niveau de nos événements, nos webinars, donc avec le programme de tous les webinars de l'année, et vous inscrire directement sur notre site Applicit. Vous y retrouverez aussi tous les détails au niveau du club utilisateur que je présenterai par la suite, et bien sûr les autres actualités en fonction de nos autres métiers, bien sûr. Le blog Applicit, où vous pouvez retrouver chaque mois différents articles techniques sur des trucs et astuces liés à l'utilisation des outils ou des nouvelles fonctionnalités. C'est aussi des questions, les articles correspondent aussi à des questions qu'on a eu ou reçu récemment. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. C'est une mine d'informations assez précieuse dans l'utilisation de vos outils au quotidien, hein, que ce soit sur Molflow, bien sûr, ou Fusion 360, ou bien sûr d'autres outils de la gamme Autodesk, Nastran, CFD, PowerMill, FeatureCam, etc. Petit rappel donc de l'agenda des webinaires 2024. Donc on en avait fait un sur les nouveautés Molflow 2024. Si jamais certaines personnes n'ont pas pu y participer, on peut vous renvoyer aussi l'enregistrement. Donc n'hésitez pas à nous le demander si jamais vous n'avez pas pu y participer. Donc aujourd'hui l'analyse de la biréfringence et pour les prochains webinaires, ce sera consacré à l'injection séquentielle en avril, la compression et l'injection compression en mai, les différenciateurs entre la thermique BEM moyennée et la thermique FEM, la lecture et la compréhension d'une carte matière approfondie, la conception des pièces plastiques dans Fusion, les nouvelles options du data fitting Molflow pour se créer sa propre carte matière et les fonctionnalités en cours de développement dans la version Scandium 2024 en décembre. Au niveau du club utilisateur, donc cette année se déroulera à Lyon les 19 et 20 juin prochains, donc dans le 7e arrondissement, à l'hôtel The Rock. Donc comme l'année dernière, on va vous proposer une demi-journée d'atelier sur trois thématiques. Chaque participant pourra bien sûr participer aux trois ateliers. Donc ça va être en groupe restreint pour faciliter également les échanges. Un webinaire consacré à l'optimisation de nos pièces plastiques grâce au plan d'expérience Molflow et au calcul paramétrique. Donc l'optimisation du process en vue d'optimiser nos critères de qualité, qui peuvent être des résultats liés à l'écoulement, rotation, retrait volumique, pression ou à notre déformation, circularité, planéité, déformation globale, et aussi intégrer des codes critiques par exemple. Un atelier sur l'utilisation de Molflow pour analyser la déformation post-moulage. Donc là, on parlera du lancement du calcul et aussi bien sûr des outils pour interpréter notre déformation. Et un atelier sur le couplage entre le calcul mécanique et notre étude Réo, où on va pouvoir intégrer en fait l'anisotropie de notre matière, également les lignes de soudure à notre calcul mécanique couplé. Et ce sera suivi d'un dîner et d'une soirée de bienvenue. Au niveau de la journée plénière, donc toujours la R&D Autodesk qui vient présenter les axes de recherche et développement liés à Molflow, et également 4 témoignages clients de Kistler, Salomon, Syensqo et Avient sur des thématiques diverses. Donc Kistler sur le couplage entre les capteurs de pression et les résultats de pression dans Molflow. Salomon sur un cas de couplage entre la rhéologie et le calcul mécanique sur une fixation de ski.
Syensqo sur l'analyse de déplacement d'insertion moulée sur une pièce, et Avienne sur l'allègement des pièces plastiques et l'optimisation des coûts de développement. Et nous, avec Applicite, on fera une présentation sur tout ce qu'il faut savoir en 2024 sur Molflow, sur Fusion, ses extensions, sur la gestion des licences et les nouveautés de Molflow. Au niveau de l'agenda d'aujourd'hui, donc sur la biréfringence, je vais juste un petit peu introduire le contexte. Ensuite, je ferai un rappel de quelques définitions, vu que ça, on va parler un petit peu d'optique hein, avec la biréfringence. Donc, c'est pas purement aussi, enfin, bien sûr, c'est lié à l'injection, mais il y a aussi des notions d'optique, à avoir. On va définir ce qu'est la biréfringence, la disponibilité de ce type d'études, la mise en données, et on va aussi balayer ensemble quelques résultats. Donc au niveau du contexte, donc bien sûr, les pièces plastiques optiques, donc transparentes, sont utilisées dans de nombreux domaines pour l'éclairage, la lunette, des bagues, des lentilles, essentiellement souvent sur des matières, bien sûr sur des matières amorphes, polycarbonate, PMMA. Et l'avantage d'avoir justement des pièces plastiques pour l'optique, c'est qu'on va avoir une grande capacité de production, on va pouvoir faire des formes très complexes. Les matériaux sont en général plus légers que le verre traditionnel, plus résistant au choc, et on peut avoir aussi une qualité plus constante. Par contre, l'inconvénient principal, ça va quand même être lié aux matériaux, aux polymères, dans le sens où le polymère, chaque polymère, on va avoir des contraintes résiduelles liées au refroidissement de la matière et à l'orientation de la matière durant le process de moulage, qui va engendrer une distribution d'indice de réfraction différente dans notre pièce plastique et qui va varier en fonction de la polarisation de la lumière. C'est ce qu'on appelle biréfringence. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un outil qui va permettre d'anticiper et d'optimiser les propriétés optiques de notre pièce plastique et savoir si on aura des bonnes performances optiques ou non. Et auquel cas, comment les optimiser? Il y aura beaucoup de choses qui seront aussi liées, par exemple, au process de moulage, par exemple, hein, au niveau des paramètres process. Ici, donc, je vais introduire quelques petites définitions. Donc, dans un premier temps, l'indice de réfraction. Donc, l'indice de réfraction, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est une grandeur sans dimension, caractéristique d'un milieu, et qui va décrire le comportement de la lumière dans ce milieu. Donc, la lumière, c'est une onde électromagnétique, donc ça a une vitesse dans le vide de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et typiquement, en fonction du milieu dans lequel l'onde traverse, elle va être ralentie vis-à-vis de son indice de réfraction. Donc ici, vous pouvez retrouver différents indices de réfraction classiques, que ce soit pour l'air, donc proche de 1, l'eau 1,33, les verres et les optiques entre 1,35 et 2, et tout ce qui est polymère, polycarbonate, PMMA, 1,4, 1,7. À noter que pour la plupart des matériaux, l'indice de réfraction est indépendant de la direction de déplacement et de polarisation de la lumière, ce qui n'est pas le cas justement pour les polymères. Ensuite, on a la longueur d'onde. Donc, chaque onde va être décrite par un champ électrique et un champ magnétique. Donc, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Et ces deux champs ont une orientation perpendiculaire. Donc, ici, vous retrouvez ici, par exemple, les longueurs d'onde du visible, entre 400 et 800 nanomètres. Donc, chaque longueur d'onde aussi est associée à une fréquence et une vitesse.
Et donc chaque radiation lumineuse va être associée à une longueur d'onde. Alors dans Moleflow, au niveau de l'analyse de biréfringence, on va faire passer une lumière dans une certaine direction et on va pouvoir spécifier sa longueur d'onde. Par défaut, la longueur d'onde de la lumière qu'on va renseigner, ça va se situer dans le vert aux alentours de 546 nanomètres. Après, on va pouvoir créer aussi des nouveaux résultats en choisissant une autre direction de lumière et une autre longueur d'onde de la lumière incidente. Au niveau de la polarisation de la lumière, donc la polarisation de la lumière, ça va vraiment permettre de spécifier une direction spécifique, une oscillation spécifique, une direction de propagation de la lumière. Et en fonction du filtre polariseur, on va laisser passer ou non le champ électrique. Donc grosso modo, ici, si j'ai l'onde rouge qui est polarisée selon une direction verticale, en fonction de l'orientation de mon filtre, il va pouvoir laisser passer tout le champ électrique. À l'inverse, l'onde verte ici, en fonction de l'orientation de mon filtre, ne va pas pouvoir traverser. Donc en fonction de mon analyseur, je laisse passer la lumière ou je la laisse pas passer. C'est ce que je disais ici. Donc typiquement, on va faire passer une lumière polarisée à travers un matériau et ce que va subir la lumière à travers ce matériau, ça va engendrer un retard de phase potentiellement, un déphasage de la lumière. Ici, pareil, donc j'ai une lumière polarisée. Si mon filtre il est dans la direction de la polarisation, je laisse passer toute la lumière. Et s'il est perpendiculaire, je laisse passer, il va absorber toute la lumière et j'en laisse passer aucune. Et on peut en laisser aussi passer une partie en fonction justement de la direction du filtre. Maintenant, qu'est-ce que donc j'ai déjà un petit peu introduit, mais qu'est-ce que la biréfringence? La biréfringence, c'est la propriété optique de notre matériau qui a un indice de réfraction qui va dépendre de la polarisation et de la direction de propagation de la lumière. Lorsque la lumière elle va passer à travers un matériau biréfringent, on va avoir un retard de phase ou un changement de polarisation en termes d'angle. C'est un peu la même chose, hein, changement de phase ou retard de phase, les deux de toute façon sont liés. Donc qu'on regarde le changement de polarisation ou le retard de phase, ça va être un petit peu la même chose. Et grosso modo, si dans mon matériau, je vais avoir beaucoup de contraintes dans différentes directions. La contrainte sera forcément anisotrope et différente dans les différentes directions et dans l'épaisseur. L'indice de réfraction va également varier et va dépendre de la lumière, de la polarisation et de la lumière incidente. Donc plus je vais avoir de contraintes en fait dans ma matière, plus je vais avoir de problèmes optiques et à la biréfringence, ça peut engendrer des images doubles, des images floues, une mauvaise performance optique de manière générale et une mauvaise transmission de la lumière. Donc ici, c'est un petit peu le schéma. Donc, je vais polariser ma lumière, elle va passer à travers mon matériau. Et en fonction justement en fonction de mes contraintes et du coup de ma variation d'indice de réfraction dans les différentes couches de polymère, ça va engendrer un retard de phase que je vais justement pouvoir analyser. Et ce sera un de mes résultats aussi, un de mes résultats clés, ça va être le retard de la lumière ou le déphasage de la lumière lié à ma direction de polarisation et à ma matière et à ma pièce. Au niveau de la théorie un petit peu, un point très important, c'est que la biréfringence va être beaucoup liée aussi à l'orientation moléculaire lors de l'injection qui va conduire à l'anisotropie optique. Concrètement,
lorsque la lumière elle va passer à travers ma matière, ça va aussi pouvoir créer des franges de lumière, des franges d'ombre, en lien avec la photoélasticité que je présenterai après, dont les amplitudes peuvent varier et qui sont liées aux contraintes dans ma pièce. Donc c'est toujours lié aux contraintes, hein, c'est basiquement la biréfringence, ça va être l'optimisation des contraintes dans ma pièce, hein. Et on va avoir deux types de raisons principales qui sont liées à la biréfringence. Ça va être la contrainte résiduelle qui est liée à l'écoulement, à l'orientation moléculaire durant la phase de remplissage, et la contrainte résiduelle due au refroidissement de ma matière, à la contraction de ma matière. Et basiquement au retrait de ma matière et au calcul de contraintes résiduelles qui est effectué lors du calcul de déformation. À noter que les résultats aussi seront accessibles justement dans la partie déformation. Au niveau des causes justement, c'est un petit peu en lien aussi avec le slide d'avant, mais on va avoir la déformation viscoélastique causée par l'écoulement du polymère et la déformation élastique causée par les contraintes résiduelles. Donc pour ça, le retard de la lumière qu'on va calculer, il va se produire à cause de la relation contrainte optique. Donc si la contrainte est élevée, alors le retard il sera élevé. Et pour les changements d'indice de réfraction causés par l'orientation de l'écoulement, on aura besoin d'un modèle viscoélastique pour bien prédire cela. Au niveau de la disponibilité, donc la biréfringence est disponible en licence réseau Molflow Insight Ultimate ou en licence Molflow Name-User uniquement pour la technologie de maillage 3D. Donc ça va nécessiter d'avoir les propriétés optiques de notre matière et de cocher la case dans les options d'écoulement, analyse de la biréfringence, que vous pouvez retrouver ici dans les options du process, en dessous des options du solver, fibre. Pour pouvoir réaliser une analyse de biréfringence, ça va nécessiter justement les propriétés optiques de notre matière, de notre polycarbonate, de notre PMMA. Et donc on va retrouver ici, dans cet onglet propriétés optiques, l'indice de réfraction pour la matière non orientée, le coefficient de contrainte optique C1, ça c'est lié à la loi de contrainte optique qui calcule la variation d'indice du milieu en fonction de la contrainte, et le spectre de retard viscoélastique pour permettre justement de prédire les variations et l'orientation de ma matière au cours de l'écoulement. Donc au niveau des résultats, donc dans notre onglet déformation, on aura des résultats, certains résultats par défaut, avec une lumière par défaut qui sera orientée selon Z positif ou Z négatif. Donc ça, le Z négatif ici dans mon résultat, c'est là d'où provient la lumière. Et on aura un résultat qui est le déphasage de la lumière en fonction de l'angle, en fait, déphasage de la lumière. De manière basique, en fait, à partir du tenseur de contrainte et en utilisant la loi d'optique, on va calculer le tenseur de retard qui indique la quantité de retard que la lumière subira, qui sera différente en chaque point et aussi dans chaque direction. En effet, les contraintes au niveau de la peau dans une pièce plastique injectée, ils peuvent être différentes des contraintes au cœur de la pièce. Donc le retard, il va aussi varier en fonction de l'épaisseur. Maintenant, la question, c'est quel effet l'utilisateur pourra avoir sur la pièce finale moulée. On ne va pas pouvoir voir l'effet individuel de chaque couche de matière.
Au contraire, ce qu'on va voir, c'est l'effet combiné de tout le retard de la lumière arrivant d'une certaine direction lorsqu'elle va traverser la pièce, donc au niveau de la première peau, du cœur, puis de la seconde peau. Donc au final, le retard de la lumière ou le déphasage de la lumière, c'est une intégration de l'effet du retard total qui se produira pour les rayons lumineux provenant de cette direction particulière. Donc ce résultat, il est affiché qu'en surface et uniquement du côté où sortira la lumière. Et typiquement, donc, les valeurs supérieures à 90 degrés, ben, ça affectera de manière significative la polarisation de la lumière transmise. Donc typiquement ici, dans cet exemple-là, on va dire tout ce qui est rouge, on a une moins bonne transmission de la lumière incidente, quoi, très clairement. Donc plus de potentielles problématiques liées aux performances optiques dans cette zone vis-à-vis de la direction de la lumière de base. On a également le retard de la lumière, donc un nanomètre. Donc pareil, en fonction de donc par défaut, le résultat par défaut, je l'avais dit, on est sur une longueur d'onde située dans le vert aux alentours de 546 nanomètres. Donc si on se place à 25% de cette longueur d'onde incidente, on retrouve l'équivalent à notre résultat de déphasage en degrés, hein. Les deux sont liés. Aussi, ce qu'on va pouvoir faire, et c'est, on va dire, un des résultats aussi les plus intéressants, ça va être le motif de frange, qui est en lien avec la photoélasticité. Donc la photoélasticité, c'est une méthode expérimentale où je vais pouvoir justement visualiser les franges sous forme de couleurs et d'arc-en-ciel. Et typiquement, l'analyse de ces motifs de franges va me permettre en fait de déterminer un petit peu l'état de contrainte dans ma pièce. Et typiquement, on va dire si j'ai des motifs de franges très resserrés, ça va être le signe de contrainte résiduelle très importante dans ma pièce. C'est également ce qu'on va pouvoir visualiser dans Molflow via le résultat motif de frange. Donc toujours suivant une direction de lumière qu'on peut spécifier, par défaut Z négatif ou Z positif, on peut créer de nouveaux résultats encore une fois à ce niveau et choisir la longueur d'onde. Ici, contrairement à la photoélasticité, on n'a pas de couleur en arc-en-ciel parce qu'on est sur une lumière monochromatique. Par contre, ce qu'on va pouvoir visualiser, ça va être justement le motif de frange et l'analyser et se dire, OK, là, vis-à-vis du motif de frange, on a quand même beaucoup de contraintes internes dans notre pièce et ça va pouvoir être justement optimisé. Donc ici, on voit l'impact, par exemple, d'un surmoulage. Donc sans le surmoulage, on a un motif de frange plutôt lisse, pas de bande très resserrée, donc relativement peu de contraintes dans notre pièce. Par contre, avec le surmoulage, on a beaucoup plus de motifs de frange, avec aussi des bandes assez resserrées, avec très foncé clair, de manière resserrée. Donc le surmoulage engendre beaucoup plus de contraintes ici, à ce niveau. Donc c'est très clairement un résultat très intéressant pour analyser justement la biréfringence. Et du coup, on va pouvoir optimiser en fait notre paramétrage process, notre conception d'outillage. À noter que aussi, par exemple, pour tout ce qui est polycarbonate, PMMA, donc sujet à la biréfringence, par exemple, tout ce qui est vitesse d'écoulement va être aussi très importante parce que typiquement, plus je vais injecter ma pièce, par exemple, lentement, en fait, plus je vais avoir une couche solide en peau élevée et donc une matière très orientée. Donc peut-être dans certains cas, justement, le fait d'injecter plus vite, ça va me permettre d'avoir moins d'orientation moléculaire et donc des meilleures propriétés optiques, par exemple.
En tout cas, voilà, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir itérer, euh, que ce soit au niveau de la conception de ma pièce, au niveau de la conception du moule, ou au niveau de notre paramétrage, au niveau de notre paramétrage process. Merci de votre attention. Alors, c'était une petite introduction sur la biréfringence, mais en tout cas, voilà, on peut faire pas mal de choses à ce niveau. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Est-ce qu'on peut définir les coordonnées d'un vecteur pour visualiser les résultats dans une orientation spécifique? Alors oui, on peut choisir, ce qu'on peut choisir, c'est la direction de la lumière, selon, selon notre repère local ou notre repère global de Molflow, en créant un résultat personnalisé. Comment Molflow peut-on connaître la surface par laquelle la lumière va sortir? Ben, typiquement, en fonction de la direction de base de notre lumière, lui, lui, il va pas calculer ce qui va sortir, mais ce qui va être au niveau de la couche de peau de notre polymère et le déphasage en sortie, oui, donc c'est par rapport à la direction de base de notre lumière, quoi. Le résultat motif de frange se trouve dans le résultat de déformation, en plus de en plus du résultat de déphasage de la lumière, ainsi que le tenseur d'indice de réfraction qui est calculé. Après, il faut bien sûr avoir lancé une analyse de biréfringence avec une matière qui a les propriétés optiques pour voir cela. On l'a pas sur une étude par défaut, quoi. Il faut avoir une matière optique, les propriétés optiques, choisir la biréfringence et lancer l'étude avec cela. Est-il réaliste de transférer les propriétés optiques d'une matière caractérisée optique à une autre lorsque les matières ont des propriétés proches? C'est toujours délicat, je pense, parce que du coup, on aura, je pense, toujours des notions, des notions moléculaires différentes d'un grade à une autre et des variations viscoélastiques. Donc, c'est quelque chose qui reste toujours délicat. Comment peut-on appliquer un état de surface à la pièce? Euh, euh, un état de surface type grain ou quelque chose comme ça? Du coup, euh, si c'est un grain, basiquement, on va pas l'intégrer, quoi. Après, si effectivement on a plein de petites fonctions optiques, le mieux c'est de le mailler le plus finement possible aussi. Euh,
Le top aurait été de comparer une image de photoélasticité à celui de Molflow. Alors oui, effectivement, bah, certains clients ont pu le faire. Euh, Après, oui, c'est pas un sujet facile, parce qu'après, le nerf de la guerre reste aussi les propriétés optiques de notre matière et les notions de propriétés viscoélastiques. Mais on a pu travailler sur des sujets avec les matières caractérisées et on avait des résultats très concluants. En tout cas, déjà un outil aussi supplémentaire pour justement anticiper ce type de problématique et s'orienter quant à la meilleure conception possible et quant au meilleur paramétrage process possible pour éviter des mauvaises propriétés optiques, quoi. Donc c'est que ça reste un outil d'aide à la conception précieux. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions à première vue. En tout cas, si vous avez des questions complémentaires, bah, n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez nous contacter au niveau de notre adresse support. Et du coup, on va s'arrêter là pour ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir.